la fameuse TV. La template électrique du cœur, comme on l'appelle souvent dans le milieu. C'est ça. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décrypter cette urgence absolue, comprendre les décisions qui se prennent en une fraction de seconde par les médecins et surtout décoder tout le jargon. Et pour y arriver, la règle d'or qu'on s'est fixée, c'est de suivre la progression logique du document. Exactement, étape par étape, diapo par diapo, avec les cas pratiques vitaux tout au bas de chaque page, pour vraiment ancrer la théorie dans le réel des urgences. Alors on y va? La toute première notion abordée, c'est l'urgence rythmologique en elle-même. Oui, le document définit la TV très clairement. C'est un rythme des ventricules qui s'accélère à plus de 100 battements par minute, ou BPM. 100 BPM, d'accord. Avec, et c'est crucial, des complexes QRS larges. On parle de complexes égaux ou supérieurs à 120 millisecondes, ou ms. Ce qui est déjà très large sur un tracé. Tout à fait. Et le risque majeur qui est souligné d'entrée, c'est la dégénérescence en fibrillation ventriculaire, l'AFV. En gros, un arrêt cardiaque imminent si le patient a une cardiopathie sous-jacente. Ce qui nous amène directement à notre premier cas pratique. Un patient de 65 ans arrive au déchocage. Il se plaint de palpitations intenses et de vertiges. Des symptômes très classiques pour le coup. L'infirmière d'accueil lui fait un électrocardiogramme, un ECG. Et là, le tracé montre un rythme régulier à 160 BPM avec ses fameux QRS larges. Une situation de stress maximal pour l'équipe. Orientation immédiate en salle d'urgence vitale. Et là, le document est formel. Aucune manœuvre vagale n'est permise. Zéro. Face à ces signes de mauvaise tolérance, c'est interdit. C'est une interdiction absolue, oui, parce que derrière, il y a une mécanique très instable. Et justement, le document détaille ensuite les 3 mécanismes physiopathologiques. Le plus fréquent, dans 90% des cas, c'est la réentrée. La fameuse réentrée, oui. C'est comme une voiture qui serait coincée indéfiniment sur un rond-point parce qu'une route est barrée. Et cette route barrée, c'est souvent la cicatrice d'un vieil infarctus ou de la fibrose. Très bonne analogie. Mais pour que la voiture tourne en rond sans s'arrêter, il faut 2 voies de conduction distinctes. Et surtout, il faut une extrasystole qui sert de gâchette. La petite étincelle qui met le feu aux poudres. Exactement. Le document cite aussi les 2 autres mécanismes, plus rares. D'abord, les automatismes anormaux. C'est une modification du potentiel d'action, c'est ça? Voilà au niveau des fibres de Purkinje. Et on a aussi les activités déclenchées. Ça implique des postes potentiels précoces. Ce qui mène au redouté torsade de pointe. Ou alors des postes potentiels tardifs, qui sont souvent liés à une intoxication, par exemple digitalique, ou aux catécholamines. D'accord. Regardons le deuxième cas pratique pour bien illustrer ça. Monsieur B, qui a un antécédent d'infarctus datant d'il y a 5 ans. Le fameux rond-point cicatriciel. C'est ça. La zone autour de son infarctus est fibrosée. Ça crée 2 voies avec des périodes réfractaires différentes. Un circuit de réentrée absolument parfait. Et il suffit d'un rien pour que ça s'emballe. Une simple extrasystole s'engage dans la voie saine, elle boucle la réentrée et bam, ça déclenche instantanément sa crise à 180 BPM. C'est fulgurant. Mais ce qui est fascinant, et c'est abordé dans la section suivante, c'est la tolérance trompeuse de ces crises. Ah oui, ça m'a beaucoup étonné. On pourrait croire qu'un patient en TV a toujours l'air d'être à l'article de la mort. Pas du tout. Et c'est le grand piège. Le spectre clinique est super large. On peut avoir une tolérance parfaite, avec juste des palpitations isolées si le cœur est sain à la base. Jusqu'à l'extrême inverse. Voilà, les signes de gravité sévères comme la syncope, l'insuffisance cardiaque congestive jusqu'à la détresse absolue, l'AFV. Le cas pratique numéro 3 le montre parfaitement. Le patient A a un cœur sain, il fait une TVA de 200 BPM, mais il la tolère bien, il ressent juste une asthénie, une fatigue passagère. Alors que le patient B, Oui, le patient B, lui, a une cardiopathie dilatée déjà connue, il fait exactement la même TV, la même vitesse, mais lui développe d'emblée un choc cardiogénique. c'est pour ça que l'expert dans le document insiste lourdement là-dessus. La tolérance clinique initiale n'exclut jamais le diagnostic de TV. Jamais. Se fier à l'apparence du patient, c'est une erreur mortelle. Totalement. C'est pourquoi le vrai diagnostic doit se faire sur l'ECG. C'est là que le travail de détective commence. Et comment on repère formellement ça sur le papier millimétré alors? On a plusieurs critères diagnostiques bien précis. D'abord, la pente douce du complexe QRS. Ça montre que l'électricité progresse lentement dans le muscle, le myocarde, non? C'est exactement ça. Mais le signe absolu, le Graal pour l'urgentiste, c'est la dissociation atrio-ventriculaire. Donc les ondes P des oreillettes qui battent de façon totalement indépendante. Oui. Et on surveille aussi l'apparition de complexes de capture, qui sont des QRS fins, ou de fusion, des QRS hybrides. Le quatrième cas pratique est passionnant sur ce point. L'urgentiste analyse un tracé long en dérivation D2, en D2I. La dérivation de référence. Et au milieu d'une marée de QRS larges et réguliers, il repère une toute petite onde P complètement indépendante, la fameuse dissociation AV. Et l'équipe voit autre chose? Oui, au 8e battement, un QRS soudainement plus fin apparaît sur le tracé, le complexe de capture. Avec ça, le diagnostic de TV est posé avec 100% de certitude. Mais attention au piège de la diapositive suivante, le diagnostic différentiel. La confusion entre une TV et une simple tachycardie supraventriculaire, une TSV, avec un bloc de branche. Ah ça, c'est la hantise des urgentistes. Pour différencier, on regarde le retard.
Un retard droit donne une dérivation V1 positive. Un retard gauche donne V1 ou V2 négatif. Et c'est là qu'on parle du fameux signe de l'oreille de lapin, c'est ça, Sam? Exactement. Pour la TV, l'onde R initiale est supérieure à l'onde R'. Donc, la première oreille est plus haute. R supérieure à R'. Alors que pour un retard gauche, on chercherait une descente lente de l'onde S avec un crochetage et un intervalle RS supérieur à 60 millisecondes. C'est ça l'astuce visuelle. Le cinquième cas pratique est très clair. Face à une tachycardie à QRS large positif en V1, le médecin regarde l'onde R. Et que voit-il en l'occurrence? Si la première oreille est plus haute, R supérieur à R', c'est formellement une TV. Si c'était une TSV avec un bloc de branche droit, le BBD, ce serait la seconde oreille la plus haute en aspect RS-R'. Faire la différence est vital. Si le médecin se trompe et injecte de l'adénosine en pensant avoir affaire à une TSV, ce serait absolument désastreux pour le patient en TV. Mais que fait-on si l'équipe a un doute malgré tout? On sort l'algorithme ultime présenté dans le document, le score de Jastrzebski. Le fameux VT-score. Un score basé sur 7 critères morphologiques. Oui. Et un score supérieur ou égal à 3 affirme une TV de manière quasi certaine. Je liste rapidement les critères. Une onde R initiale dominante en V1, Une petite onde R initiale supérieure à 40 millisecondes si le QRS est négatif en V1 ou V2. le crochetage de l'onde S en V1 aussi. La présence d'une onde R initiale en AVR. Le temps d'inscription de l'onde R supérieur ou égal à 50 millisecondes en D2, Aucun complexe RS de V1 à V6. et la dissociation AV qui, elle, vaut carrément 2 points. Ça fait grimper le score très vite. Dans notre sixième cas pratique, le CG est très ambigu. L'équipe applique le score. Il voit une onde R initiale en V1, ça fait 1 point. Le crochetage de la descente de S, 1 point de plus. Et le temps d'inscription en D2, Il est supérieur ou égal à 50 millisecondes, donc encore 1 point. Total de 3. le doute est levé en quelques secondes, le diagnostic est validé et on prépare le chariot de cardioversion. On passe ensuite à la section suivante, et là on passe en alerte rouge avec les formes polymorphes et toxiques. Ce sont des arythmies terrifiantes. D'abord, on a les torsades de pointe. Avec cette rotation cyclique de l'axe sur un espace QT long, c'est bien ça? Oui, visuellement, c'est comme un ruban qui s'entortille. Ensuite, il y a les tachycardies toxiques, souvent dues à des intoxications à la flécainide ou à la chloroquine. Ça crée un élargissement majeur du QRS par un effet stabilisant de membrane. Et il y a aussi les TV en salve, non soutenues, mais très rapides. Le 7e cas pratique est un cas d'école là-dessus. Un patient insuffisant rénal arrive aux urgences complètement confus. Et sur le moniteur, l'équipe découvre des QRS monstrueux, mesurant 220 millisecondes comme un énorme accordéon. L'urgentiste suspecte immédiatement une hyperkaliémie maligne, un taux de potassium critique. Et l'ordre tombe. Surtout pas d'antiarythmique classique. L'amiodarone est absolument interdite. Elle aggraverait le blocage des canaux cellulaires. À la place, il prépare une seringue de gluconate de calcium en IV en bolus. C'est incroyable comment le bon diagnostic empêche une erreur fatale. C'est pour ça que l'enquête étiologique décrite sur la diapo suivante est fondamentale. Qu'est-ce qu'on cherche après la crise, avec le CG intercritique? À 90%, c'est une cardiopathie ischémique, la cicatrice d'un vieil infarctus. Mais on traque aussi le reste, les cardiopathies dilatées ou hypertrophiques. Là où l'architecture du cœur est troublée et où la FVG, la fraction d'éjection ventriculaire gauche, est altérée, avec un grand risque de mort subite. On cherche aussi des syndromes rares comme le Brugada type 1, Et bien sûr, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, la DAVD ou l'EVD. le 8e cas pratique l'illustre de manière assez poignante, je trouve. Oui, c'est un jeune de 25 ans. Après réduction de sa crise, son ECG de repos révèle une petite onde epsilon en V1 couplée à des ondes T négatives. Il est adressé en urgence pour une IRM cardiaque et le diagnostic de DAVD est confirmé. Et là, la sanction médicale tombe. Arrêt strict et définitif de toute compétition sportive. Pour un jeune athlète, c'est d'une brutalité terrible. C'est dur, oui, mais c'est une question de survie immédiate. D'ailleurs, en parlant d'action immédiate, on passe aux recommandations de l'ESC, la Société européenne de cardiologie, pour la prise en charge aiguë. C'est le cœur de l'arsenal thérapeutique abordé ensuite, La règle de base est dictée par l'hémodynamique. Le patient est-il instable? c'est-à-dire en choc avec hypotension ou douleur angineuse. Si oui, c'est une recommandation de classe 1, un choc électrique externe, le CEO, synchronisé et immédiat. On ne discute pas. Mais si le patient est stable, on a le temps de faire un ECG et 12 dérivations, puis de tenter une cardioversion pharmacologique avec de la procaïnamide ou de l'amiodarone en IV. Pour ces patients stables, le document liste les actions dans l'ordre. Les manœuvres vagales en classe 1C, si c'est un échec et sans préexcitation, l'adénosine en IAC. Ensuite, la procaïnamide en IAB ou l'amiodarone AIV en IBB. Et le document précise bien que le verapamil est formellement déconseillé, c'est une classe 3 si l'étiologie est inconnue. Le 9e cas pratique montre bien l'urgence d'une instabilité. Un patient en TV se met à marbrer, avec des sueurs profuses. Sa tension s'effondre à 70 sur 40 mmG. Instabilité hémodynamique absolue, donc là, zéro tentative pharmacologique. Exact. Sédation flash par l'anesthésiste et l'urgentiste délivre instantanément un CE synchronisé à 150 joules. Par contre, l'arbre décisionnel, la pharmacologie des 2 pages suivantes, nous explique quoi faire si le patient est parfaitement stable. Dans ce cas, on évalue le terrain. Si c'est une TVI ischémique, on va vers l'amiodarone ou le CE. Si c'est une TV infundibulaire du ventricule droit, on privilégie les bêta-bloquants.
Et pour une TV fasciculaire, ce sera le Verapamil. C'est ça. Dans notre 10e cas, on a un patient stable, avec un lourd antécédent d'infarctus et une TVI monomorphe régulière. Donc, une TVI ischémique très probable. Le choix se porte sur une perfusion d'amiodarone IV. Mais l'équipe anticipe au cas où, si pas de retour en rythme sinusal après 30 minutes, le bloc est prévenu pour une cardionertion sous anesthésie brève. On n'attend pas que ça dégénère. Tout à fait. Et on a les posologies précises, juste après. L'amiodarone en urgence, c'est 150 à 300 mg en IV, puis un entretien de 200 à 400 mg par jour. Le sulfate de magnésium, c'est spécifique au torsade, avec une perfusion lente de 6 à 8 grammes. On a l'isoprotérénol, 2 ampoules à 0,2 mg pour accélérer le rythme cardiaque. Et les bêta-bloquants, comme le sotalol, à 320 mg par jour, en faisant toujours attention à l'effet prorarythmogène. Le 11e cas pratique illustre parfaitement cette pharmacologie pointue. Face à une torsade de pointe chez une patiente intoxiquée en médicaments, Le réanimateur ordonne tout de suite poser une perfusion d'un sulfate de magnésium de 8 grammes sur 20 minutes. On suspend immédiatement les traitements bradycardisants et on prépare une recherche potassique. c'est une attaque sur tous les fronts cellulaires. Mais une fois qu'on a sauvé le patient aux urgences, qu'est-ce qu'on fait à long terme pour éviter la mort subite? C'est la toute dernière partie du document. On a 3 grandes solutions interventionnelles. La première, c'est l'exploration diagnostique. L'étude électrophysiologique endocavitaire par stimulation programmée. Oui, on cartographie les circuits de l'intérieur. La deuxième, c'est l'implantation d'un défibrillateur automatique, le DAI. Une indication absolue de classe I si la FVG est inférieure à 35% ou s'il y a un antécédent de TV syncopale. Et enfin, le traitement curatif, l'ablation par radiofréquence pour aller brûler et détruire le circuit de réentrée. Le 12e et dernier cas pratique résume bien ça. Le staff se réunit, le patient est stabilisé, mais son échographie montre une FVG sévèrement altérée à 30%. Décision sans appel, on implante un DAI. Et si un jour il fait un orage rythmique, c'est-à-dire des décharges répétées de son appareil, on le programmera au bloc pour une ablation endocardique. La boucle de prise en charge est bouclée. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage. De la physiologie au diagnostic hyper pointu, jusqu'à l'adrénaline des décisions d'urgence, on a vraiment balayé tout le parcours de la TV. C'était dense, mais tellement crucial de comprendre ces mécanismes. C'est clair. Et avant de se quitter, je voulais partager une dernière réflexion d'ouverture avec vous et avec ceux qui nous écoutent. Oui, on en discutait tout à l'heure, et c'est passionnant. Aujourd'hui, calculer un VT-score, ça se fait au lit du patient par des médecins hyper entraînés. Mais quand on voit l'évolution fulgurante de l'intelligence artificielle embarquée dans nos montres connectées, Pourrait-on imaginer demain qu'un algorithme identifie en direct cette morphologie d'oreille de lapin? exactement, et qu'il alerte le SAMU avant même que le patient ne ressente son tout premier vertige. Ce ne serait plus juste de la médecine, mais de la pure prédiction. Ça laisse vraiment rêveur sur l'avenir de la rythmologie. Absolument. Je vous laisse tous méditer là-dessus. Merci infiniment de nous avoir écoutés, prenez soin de votre cœur et à très bientôt pour une nouvelle analyse Cannes. Bonjour à